RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI avec Frédéric Rivière. Bonsoir Frédéric. Nous recevrons à 18h30 Aurélie Filippetti, l'ancienne ministre de François Hollande, a quitté la politique et elle vient de publier un roman, Les Idéaux. Mais en attendant, quels sont les idéaux de Guillaume Larrivé, notre premier invité? Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes député de l'Yonne. Vous êtes secrétaire général adjoint des Républicains. Alors Guillaume Larrivé, vous avez été le questionneur implacable de la commission d'enquête, brève commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée nationale, créée en urgence après l'affaire Benalla, l'ex-garde du corps d'Emmanuel Macron. Pour La République En Marche, eh bien, vous êtes devenu le procureur de la Macronie. Cet après-midi, on apprenait qu'Alexandre Benalla refusait de se présenter devant la commission d'enquête du Sénat cette fois. Selon son avocat, eh bien, il acceptera de se plier à l'exercice, mais seulement une fois que le volet judiciaire de l'affaire sera clos. Donc comment interprétez-vous ce refus d'obstacle? Je pense que c'est tout simplement contraire au droit. Il n'a pas le choix. Il y a une commission d'enquête il doit s'y présenter, qui est formée au Sénat en vertu du droit. Cette commission d'enquête parlementaire que préside Philippe Bas choisit librement de convoquer qui elle veut entendre. Et donc, M. Benalla devra répondre à cette convocation. Et s'il n'y va pas, qu'est-ce qui se passe? Bien, je considère que... Vous allez pas, les sénateurs ne vont pas aller le chercher avec les menottes? Non, ce n'est pas moi, parce que ça, non, se passe au Sénat. Mais je sais, non, mais enfin... si, il y a d'ailleurs des précédents. Il y a déjà eu des mandats d'amener devant une commission d'enquête. Voilà. Mais surtout, ce que je veux dire, au-delà de ça, c'est une espèce de micro-épisode de rentrée, c'est précisément qu'il faut peut-être ne pas passer trop de temps dans le débat public, y compris parlementaire, sur cette affaire. En ce qui me concerne à l'Assemblée nationale, j'ai tout dit au mois de juillet, on a fait notre job. Il a été malheureusement interrompu très rapidement parce que la majorité macroniste ne voulait pas aller au bout de l'explication. Maintenant, c'est cette commission sénatoriale qui doit faire son travail dans une certaine discrétion. Elle rendra un rapport dans quelques semaines ou dans quelques mois, on en parlera à ce moment-là, mais je pense qu'il ne faut pas qu'on feuilletonne collectivement cette affaire, même si c'était une affaire signifiante. Elle voulait dire quelque chose, elle nous a éclairé, au fond, sur les dysfonctionnements du système Macron. On a pu se poser au départ la question de l'opportunité qu'il y ait deux commissions d'enquête, une de l'Assemblée et une du Sénat. Finalement, on se dit aujourd'hui que peut-être, en effet, c'était bienvenu puisque la vôtre est morte de sa belle mort. Mais tout de même, pourquoi au départ deux commissions d'enquête avec en plus des missions, des durées très différentes? C'est quand même un peu surprenant. On ne pourrait pas imaginer que le Parlement fonctionne ensemble à ce moment-là, Sénat et Assemblée nationale, avec une commission d'enquête qui serait mixte? On pourrait effectivement envisager, mais ça nécessiterait, sans vouloir être technique, votre proposition, une révision technique du texte constitutionnel. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir de commission d'enquête mixte. Voilà. Bon, il faut que chacun fasse son job. La justice doit faire son travail dans cette affaire. Benalla et d'autres, il y en a plusieurs, sont mis en examen. Il faut que la justice instruise, condamne si elle doit condamner, bref, qu'elle fasse son job. Il y a le travail de responsabilité politique qui doit apparaître avec cette commission d'enquête désormais au Sénat. Voilà, moi ce que je pense, c'est qu'il faut, avec beaucoup de sérénité, que les auditions se tiennent. Et je trouve qu'on aurait intérêt collectivement à se donner rendez-vous dans quelques semaines ou dans quelques mois, lorsque l'ensemble des auditions auront été conduites et que les conclusions de cette commission d'enquête auront été rendues. Je ne voudrais pas qu'on feuilletonne. On a le sentiment que vous en avez... Oui, vous dites feuilletonner. On a le sentiment que vous en avez marre de cette histoire Benalla. Non, mais d'abord, à titre personnel, je ne vais pas devenir le spécialiste absolu de M. Benalla, mais surtout, au-delà de ça, Roselyne Fabre, je pense qu'il y a 1000 autres sujets. On a des sujets budgétaires, des sujets de vie quotidienne des Français, des sujets d'avenir de la nation. Je ne voudrais pas que ce M. Benalla lui-même crée un feuilleton. Il est allé sur TF1, pour ne pas la citer, s'exprimer. Il a donné une interview dans un journal. Tout à fait naturel qu'il aille s'exprimer devant la commission d'enquête du Sénat. Il est tout à fait naturel que les sénateurs fassent leur travail. Mais je pense qu'on aurait intérêt collectivement, je le vois bien quand je vais sur le terrain, ce n'est pas non plus le sujet numéro 1 de préoccupation des Français, même si ça a été un sujet
sujet important qui a bien montré que la Macronie, au fond, voulait concentrer dans le secret un certain nombre de petites affaires plus ou moins cachées en se croyant au-dessus de tout. Car c'est ça que ça a révélé, au fond, Emmanuel Macron et une petite cour au-dessus de tout, voulant cacher un certain nombre d'affaires pas très... Pardon. Ouais, non, il y a eu ces propos aussi, puisque vous parlez de la Macronie, ces propos troublants du président de la République disant il y a un responsable, c'est moi, qu'ils viennent me chercher. Bien sûr. Qui ont laissé les gens perplexes. Bien sûr. Qui viennent me chercher, on s'est bien demandé ce que ça voulait dire et de qui pouvait venir le chercher. C'était tout à fait extravagant. Et comme je l'ai dit d'ailleurs au mois de juillet en répondant au Premier ministre le 31 juillet, ces propos d'Emmanuel Macron que vous citez montraient une sorte de faiblesse personnelle d'Emmanuel Macron, une sorte de manque de sang-froid qui est assez préoccupant dès lors qu'il est aujourd'hui, et pour un peu moins de 4 années encore, à la tête de l'État. Vous dites ça avec le sourire. Emmanuel Macron a très vite été baptisé Jupiter après son élection. Maintenant, eh bien, même son propre ministre de l'Intérieur évoque l'hubris en parlant d'un président qui serait dans une forme de toute-puissance. Comment vous regardez, vous théorisez, dans le fond, l'exercice du pouvoir d'Emmanuel Macron? Beaucoup disent c'est un pouvoir solitaire, mais il me semble avoir entendu ça de Mitterrand, de Sarkozy, peut-être un peu moins d'Hollande. Moi, je pense qu'il y a un paradoxe, sans vouloir faire de la théorie, mais je pense qu'il y a un paradoxe que j'ai envie d'appeler le paradoxe du fort-faible. En apparence, Emmanuel Macron, très fort. Concentration de tous les pouvoirs, une sorte de quasi-fusion entre le pouvoir exécutif de l'Élysée et l'Assemblée nationale, un pouvoir personnel très fort. Mais en réalité, une faiblesse des résultats, une faiblesse des transformations soi-disant engagées. Regardez. Vous êtes impatient, ça fait 1 an. Oui, ça fait 1 an, mais quand même, regardez la carte européenne et les chiffres. Qui a aujourd'hui la croissance la plus faible en Europe? Réponse, la France. Qui a le pire déficit public en Europe? Réponse, la Roumanie. Et nous, on est juste après. On est avant-dernier. C'est quand même pas très glorieux. Mais là, ce que vous faites, Guillaume Larrivé, ça n'est pas une analyse sur le pouvoir et sur la manière dont le président de la République exerce son pouvoir. Là, vous faites un travail d'opposant qui critique le manque de résultats. Le sens de la question de Roselyne, si j'ai bien compris, c'était plus une réflexion sur cette façon très personnelle qu'aurait d'exercer le pouvoir Emmanuel Macron. Oui, je pense que, précisément, l'extrême modestie des résultats contraste avec l'hyper-concentration du pouvoir dans les mains façon habile de dire la même chose. Le jour où vous êtes en train de dire que le jour où il aura des résultats, il pourra jouer à la figure du roi, en quelque sorte. En tout cas, non, je pense qu'il n'est absolument pas souhaitable de jouer au néo-César. Emmanuel Macron n'est pas la résurrection de Jules César ou de Jeanne d'Arc. C'est pas le dans une interview, il disait qu'il faut rétablir la figure du roi. Et je pense, en effet, je pense que Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, a plutôt eu raison. C'est un accès de lucidité, je l'en donne acte, de souligner cette espèce d'hubris, c'est-à-dire de prétention, de vanité qui s'est emparée de la Macronie, du président de la République, mais aussi de tout son entourage. Est-ce que c'était une maladie qui dure longtemps? Très frappant. En tout cas, on est vite rattrapé par le réel. Et le réel, c'est l'opinion publique des Français. Je pense que cette espèce de bulle, espèce de cour élyséenne, elle va éclater, la bulle, au contact des réalités. La majorité, encore silencieuse, mais de moins en moins silencieuse des Français, va ramener le président dans la réalité. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, qu'ils viennent me chercher, c'est le peuple français qui en ce moment est en train de dire attendez, il n'y a pas de résultat là. Et il y a beaucoup aussi de brutalité dans un certain nombre de mesures qui sont proposées aujourd'hui par le gouvernement et par le président. Alors le pouvoir, il est évidemment aussi construit sur la majorité parlementaire qui est très forte. Et demain, ce sera l'élection du président de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de surprise, on sait que ce sera Richard Ferrand qui va succéder donc à François de Rugy. À quel type de présidence vous vous attendez? Est-ce que vous pensez que vous allez peut-être regretter François de Rugy? Non, moi je m'attends à une présidence réduite à un rôle de courroie de transmission avec l'Élysée. Je suis assez lucide, j'ai rien contre. Vous n'avez pas l'espoir qu'il y ait un respect particulier, une attention particulière à l'opposition, comme certains présidents de l'Assemblée nationale ont su le faire? Richard Ferrand, on a été élus ensemble en 2012. On n'a pas vraiment le même âge en état civil, mais on a le même âge de député, si j'ose dire. Bon, 2012, il était député socialiste. D'ailleurs, il avait fait sa campagne, je l'ai regardé récemment sur les réseaux, en mettant sa photo à côté de celle de François Hollande. C'était un député socialiste, plutôt au fond de la classe d'ailleurs. Bon, voilà. Il a retourné sa veste, il est devenu l'un des partisans les plus enthousiastes d'Emmanuel Macron et au fond, aujourd'hui, il est récompensé pour sa totale soumission. Ce que je comprends,
c'est un des effets du remaniement, c'est qu'en fait, M. de Rugy a été exfiltré et l'Assemblée nationale désormais présidée, évidemment, enfin, elle le sera demain, par quelqu'un qui est au fond complètement aux ordres de l'Élysée. Et ça, je le regrette pour l'équilibre de nos institutions, parce que je crois que l'Assemblée doit être un vrai pouvoir de l'État. Il y a une majorité, bien sûr, c'est logique, mais je pense que l'Assemblée nationale ne doit pas être une instance subordonnée à l'Élysée. C'est pas bien pour les Français. Alors, un qui ne va pas être atteint, enfin en tout cas pour l'instant par le bris, c'est votre patron, Laurent Wauquiez. Si on se penche sur le sondage ce week-end JDD-IFOP, eh bien Alain Juppé et Nicolas Sarkozy incarneraient mieux la droite que Laurent Wauquiez, qui est classé en 7e position des personnalités susceptibles de mieux incarner la droite. On a le sentiment que la mayonnaise Wauquiez ne prend pas. On est en septembre 2018. Ça fait moins d'un an que la nouvelle équipe des Républicains, que la nouvelle génération des Républicains s'est installée à la tête de ce premier parti d'opposition autour de Laurent Wauquiez. Ça fait moins d'un an qu'on est vous installé. attendiez aussi moins d'un an des résultats d'Emmanuel Macron sur la croissance, etc. En l'occurrence, Emmanuel Macron, ça fait bientôt 18 mois. De votre côté, doit s'allonger, alors que chez Emmanuel Macron, il doit se rétrécir. Non, c'est pas du tout ce que je dis. En l'occurrence, on est un parti d'opposition. C'est pas nous qui gérons la politique de lutte contre le chômage. Mais donc, on est là depuis globalement moins d'un an. Et je le dis vraiment sans langue de bois. Je pense qu'on est engagé dans un marathon, Roselyne Febvre. Les Français, aujourd'hui, ils ne sont pas en train de regarder prioritairement l'opposition. Ils sont concentrés pour le coup sur ce que fait le gouvernement. Nous, on a plusieurs mois, plusieurs années devant nous pour retrouver cette capacité donc vous prenez votre temps. À incarner. Et donc, on essaie d'être à l'écoute des Français d'abord. Donc, on va sur le terrain. Par exemple, en ce moment, Laurent Wauquiez est en Nouvelle-Calédonie. Puis les uns et les autres, on se déploie dans le territoire. On essaie d'être à l'écoute. Deuxièmement, on fait un travail sur les idées. Moi, je suis secrétaire général délégué au projet des Républicains. J'organise, par exemple, après-demain, un séminaire interne, sans presse, en interne, avec des députés comme Éric Woerth, des sénateurs comme Albéric de Montgolfier, spécialiste des questions de finances, et on fait un séminaire sur les questions des dépenses publiques pour travailler très sérieusement entre nous. On invite des intellectuels aussi au siège des Républicains. J'aurai la semaine prochaine Nicolas Bavrez qui va venir présenter et débattre avec nous de la question de la violence et de la liberté. Le mois suivant, on aura Jean-François Colosimo qui viendra parler de géopolitique. Bref, on essaie de travailler sérieusement sur un certain nombre de propositions. Mais c'était pas ça ma question. Ma question, c'était sur le manque de popularité. Mais non, mais ce que je veux dire, Roselyne Febvre, je ne cherche pas à fuir la question. Un petit peu quand même. À l'instant T, le sondage est ce qu'il est. Bon, il y a sans doute une prime à la notoriété d'un certain nombre de personnalités qui ont déjà été président de la République, Premier ministre, qui sont plus connus aussi. À l'instant T, ce sondage, il montre qu'il y a encore un long chemin. C'est pas qu'il n'est pas connu, c'est qu'il n'est pas aimé. Mais Laurent Wauquiez a vraiment voulu devenir président des Républicains. Il s'est donné les moyens de parvenir. Depuis qu'il l'est, on se demande si il a maintenant cette volonté et s'il se donne les moyens de s'imposer comme un vrai leader de l'opposition. On peut douter tout de même de ça. Moi, je suis on ne le voit pas énormément, on ne l'entend pas énormément. Je vous réponds très directement. Moi, je pense que le président des Républicains, il ne doit pas être toutes les demi-heures dans le combat de rue. Et pour le dire plus directement, il ne doit pas faire tous les matins une matinale, il ne doit pas aller sur tous les plateaux, il ne doit pas aller réagir à tout. On attend de lui, je crois qu'il l'a bien compris, Laurent Wauquiez, on en a parlé d'ailleurs, l'équipe. Il faut qu'il prenne de la hauteur. Il a vocation, le moment venu, à incarner un vrai projet d'alternance et des solutions nouvelles pour les Français. On n'attend pas de lui qu'il soit une espèce de commentateur des moindres faits et gestes. Et je trouve qu'il a raison de prendre de la distance par rapport à ça. Mais il a raison aussi, vraiment. De la mêlée, ça vient plus tard. On a atteint le pouvoir, mais c'est un peu trop tôt, non ? Non, mais écoutez, ça se discute. Enfin, n'attendez pas de lui qu'il soit dans la mêlée au quotidien. Je pense que c'est pas son job. On parlait tout à l'heure de l'affaire Benalla. Il n'a pas été au cœur. On va parler des européennes. Et au Sénat, un certain nombre de personnes qui étaient en action. C'est très bien, par exemple, qu'ils prennent le temps d'aller en Nouvelle-Calédonie. C'est loin, la Nouvelle-Calédonie, mais c'est la France. C'est bien d'y prendre une semaine pour aller voir les différents acteurs. Pareil, c'est bien d'aller faire des déplacements dans les régions. Il va le faire aussi. Guillaume Larrivé, on va parler des élections européennes qui approchent et l'enjeu est double. Au niveau national, on sent bien que les partis d'opposition, dont le vôtre, veulent faire de ce scrutin un vote sanction contre Emmanuel Macron. Et au plan européen, la question qui taraude, c'est dans le fond, est-ce que le Parlement européen va être peuplé d'anti-européens? Donc je vous propose d'écouter le Premier ministre. C'était ce matin lors du séminaire gouvernemental. On l'écoute. Cette année, mes amis, va être une année de bagarre.
de bagarre politique et pacifique, mais de bagarre, avec une échéance majeure, pas uniquement pour nous, mais pour l'avenir de plus de 400 millions d'Européens. C'est la première fois que l'élection européenne posera de façon explicite la question de savoir si nous voulons construire ou déconstruire l'Union. Alors bien sûr, certains essaieront de faire de cette question une question de politique nationale. Certains essaieront de nous faire croire qu'il y a un plan B à l'Europe. Ne nous y trompons pas. La seule vraie question à ce stade pour l'Europe, c'est to be or not to be. C'est vraiment la question. Voilà, Shakespeare invité. Donc, est-ce que ce que dit en fait le Premier ministre, et ce que dit Emmanuel Macron aussi, on oppose progressistes et nationalistes. Est-ce que c'est le bon angle d'attaque? Non, pourquoi? Parfois non. C'est complètement réducteur. Il n'y a pas d'un côté ceux qui sont beaux, intelligents et pro-européens et macronistes, et de l'autre tous ceux qui seraient en réalité idiots, qui n'auraient rien compris. Non, c'est complètement réducteur. Emmanuel Macron, comme Édouard Philippe, veulent nous enfermer dans cette espèce de piège en nous sommant de choisir entre eux et le chaos. Nous, ce qu'on va montrer, nous qui sommes un parti de gouvernement, nous allons montrer qu'il y a une autre voie, une voie euro-réaliste, qui respecte les nations, mais qui décide de changer le logiciel européen. Juste un exemple concret, Rodine Fèvre. Emmanuel Macron et Édouard Philippe, eux, ils sont pour l'élargissement de l'Union européenne à un certain nombre de pays des Balkans. Ils considèrent qu'il faut encore élargir. Ils sont pour une espèce de fédéralisme sans frontières. Eh bien, nous, qui sommes patriotes et qui sommes européens, nous sommes contre l'élargissement. Ça, c'est un choix. Et c'est pas être xénophobe, c'est pas être nationaliste que de dire qu'il faut arrêter aujourd'hui l'élargissement de l'Europe. Voilà, ils vont essayer de nous enfermer dans un choix binaire et notre job, notre mission, ça va être d'expliquer qu'il y a un autre chemin. Ça n'est pas le chemin des eurobéats, ça n'est pas le chemin des europhobes qui veulent tout casser, c'est une ligne à la fois patriote et européenne, celle d'un parti de gouvernement, un parti de droite, qui assume une ligne euro-réaliste. Guillaume Larrivé, on va évoquer le rapport de l'Institut Montaigne qui est paru dimanche sur la montée de l'islamisme en France. Alors, le rapport dit que ça reste très minoritaire, mais que tout de même la progression est extrêmement importante. Il y a un certain nombre de propositions, parmi lesquelles l'instauration d'une taxe sur le halal et, parmi les pistes évoquées également, le renforcement de l'apprentissage de l'arabe à l'école, afin que les jeunes l'apprennent à l'école plutôt que dans des mosquées qui ne seraient pas forcément modérées. On va écouter Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation. Il est plutôt favorable à cette idée. Vous nous direz ce que vous en pensez. Il y a le développement de l'apprentissage des langues. Et l'arabe est une langue très importante, comme d'autres grandes langues de civilisation. Je pense au chinois qui est en train de se développer beaucoup, ou au russe. Donc oui, bien sûr, il faut développer ces langues. L'arabe, le chinois, le russe, ce sont très importants. Il faut donner du prestige à ces langues. Et c'est particulièrement vrai pour l'arabe, qui est une très grande langue littéraire et qui doit être appris pas seulement par les personnes qui sont d'origine maghrébine ou d'origine de pays de langue arabe. Alors Guillaume Larrivé, apprendre l'arabe à l'école, ça peut être une réponse à la montée de l'islamisme en France? Je crois que l'urgence, c'est d'apprendre la langue française. C'est d'apprendre l'histoire de France, c'est d'apprendre l'appartenance à la communauté nationale, c'est d'apprendre l'appartenance à la civilisation européenne. Je pense que l'urgence aujourd'hui, dans la France de 2018, ça n'est pas de multiplier les cours d'arabe à l'école primaire, dans les collèges et dans les lycées. Par ailleurs, le vrai sujet de la lutte contre l'islamisme, contre cet islam politique, c'est la fermeture des mosquées salafistes, c'est l'expulsion des prêcheurs de haine, c'est l'interdiction des financements étrangers venant un certain nombre de puissances qui font de l'entrisme dans les lieux de culte en France. C'est aussi la question extrêmement compliquée au plan technique, mais qu'il faudra bien traiter, de la régulation des réseaux sociaux. C'est toutes ces questions-là. Moi, je suis sidéré, je vous le dis, que la réponse du gouvernement, et même de M. Blanquer, pour lequel j'ai du respect habituellement, la réponse du gouvernement à la montée de l'islamisme, c'est l'enseignement de la langue arabe à l'école. Ça me paraît complètement hors sujet, voire même un véritable contresens assez préoccupant, parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que la montée de l'islam politique, la montée de la revendication islamiste est une véritable menace pour notre art de vivre, pour notre civilisation. Et il faut des réponses beaucoup plus, réalistes, là aussi. Je pense vraiment que l'apprentissage de la langue arabe n'est pas le sujet. Merci Guillaume Larrivé, on va rester là pour la première partie de cette émission et on se retrouve dans quelques instants aussi avec notre deuxième invité. Aurélie Filippetti. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. On
est toujours ensemble sur France 24. L'actualité à 18h30, heure de Paris. Ce sont d'abord ces manifestations monstres en Catalogne. Près d'1 million de personnes se sont donné rendez-vous dans les rues de Barcelone. Comme chaque année, le 11 septembre, il commémore la Diada, la reprise de la ville par la couronne d'Espagne. Mais près d'1 an après le référendum d'autodétermination rejeté par Madrid, ce rassemblement a une saveur un peu particulière. On fait le point avec Mélina Vette. Un goût amer pour les milliers de manifestants qui se sont lancés dans les rues après une minute de silence effectuée à 17h14 en mémoire justement à cette dernière défense de Barcelone en 1714, mais également en hommage à des absents, ce qu'ils appellent les prisonniers politiques. Ce sont des dirigeants indépendantistes catalans qui marchaient à leur côté il y a un an et qui ont été mis sous les barreaux ou bien qui sont en exil sous le coup d'un mandat d'arrêt espagnol pour avoir participé il y a un an au procès, ce qu'on appelle le procès, c'est-à-dire le processus qui a mené le 27 octobre dernier, souvenez-vous, à cette déclaration unilatérale d'indépendance. Alors, on rappelle d'ailleurs à ce titre que l'ancien président de la région, Carles Puigdemont, est toujours à Bruxelles après avoir transité notamment par l'Allemagne. Alors, ce que demande le président par intérim de la région, Quim Torra, c'est l'abandon des charges purement et simplement pour ces prisonniers politiques, mais également leur libération, ce qui ne dépend évidemment pas du nouveau gouvernement de Pedro Sánchez, mais ce nouveau gouvernement a permis le rapprochement des prisonniers politiques dès son arrivée au pouvoir, des prisonniers qui étaient enfermés un peu partout en Espagne et notamment à côté de Madrid. C'est sans précédent, près de 300 000 soldats, 36 000 véhicules militaires, 1000 avions, 80 navires. La Russie entame les plus grandes manœuvres militaires de son histoire. Nom de l'opération Vostok 2018, prévue pour durer 6 jours en Sibérie orientale et dans l'extrême-orient russe, avec la participation d'un allié de poids, la Chine. Un assaut sur Idlib provoquerait un désastre humanitaire, c'est ce qu'estime Jean-Yves Le Drian pour la France. Le retour des djihadistes menacerait la sécurité de l'Europe. D'après le ministre des Affaires étrangères, le Conseil de sécurité est réuni en ce moment même à New York. La Russie, de son côté, accuse les rebelles syriens de s'apprêter à mettre en scène une fausse attaque chimique afin d'en faire porter la responsabilité au régime syrien, allié de Moscou. La Cour pénale internationale au banc des accusés. Washington la juge injuste et inefficace et menace de sanctions les procureurs et les juges qui s'en prendraient à des Américains ou à leurs alliés. Pas question d'enquêter notamment sur l'Afghanistan, avertit le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, John Bolton. Voilà, retour à Mardi Politique. Deuxième partie tout de suite avec Guillaume Larrivé. Coup de projecteur cette semaine sur l'engouement autour de la seconde main. Mobilier, livres, jouets ou vêtements, l'occasion est une véritable passion pour de nombreux consommateurs. Sur les stands des brocantes, des vide-greniers ou en ligne, le vintage et la récup sont à la mode. Et chaque année, la ville de Lille accueille le plus grand marché aux puces d'Europe. Alors, place aux bonnes affaires. 7 jours en France, à voir sur France 24 et sur france24.com. En Corée du Nord, la dictature de Kim Jong-un est en quête de progrès. Tous les efforts sont mis en œuvre pour moderniser et rendre autonome le pays. Les scientifiques ont remplacé les paysans et les ouvriers comme icônes du régime. Le dirigeant croit-il vraiment en son projet ou s'agit-il d'un baroud d'honneur pour cacher à la population que les sanctions internationales menacent de mettre le pays à genoux? Retrouvez-moi cette semaine dans Reporter sur France 24 et france24.com.